bonjour, je suis le directeur de l'Institut des sciences de la Terre, devenu depuis quelques temps, depuis novembre 2021, l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Donc je suis ingénieur géologue, j'ai été formé à l'IST, je suis de la 5e promotion, sorti en 1990. J'ai fait une carrière dans l'industrie minière après une spécialisation en géostatistique minière et actuellement je suis enseignant-chercheur à l'IST dans le domaine de la géostatistique minière et de la géologie minière. Mon parcours scolaire, j'ai fait mon école primaire à Kaolack, j'ai grandi à Kaolack, à l'école Kasnack Application. Après mon certificat, je suis allé au collège P12 où j'ai fait le cycle secondaire et après le bac, donc j'ai rejoint l'IST. J'ai connu l'IST par le biais d'une annonce dans un journal, je ne me rappelle plus lequel. À l'époque, quand on avait le bac, on suivait les informations à la radio dans le soleil, les annonces. C'était pas aussi numérique que maintenant. Et c'est à travers une annonce que j'ai vu qu'un test d'entrée était organisé pour intégrer l'Institut des sciences de la Terre. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'était pour suivre une formation d'ingénieur. Je cherchais une école avec des études régulières. Et puis, c'était un moment de choix. Il y avait des possibilités de faire des études de sciences économiques, d'autres possibilités, physique-chimie, à l'UQAT, sciences économiques en France. Il y avait une préinscription. Finalement, j'ai choisi l'IST parce que, en me documentant, après cette annonce-là, j'ai vu que c'était une formation intéressante dans un domaine aussi assez original, c'est les mines et la géologie. Le parcours a été sans problème. Je suis entré ici en 1984. J'ai fait les 5 années normalement. Malheureusement, il y a eu l'année blanche de 1988. Ça a été peut-être le seul couac dans cette formation. Et ça s'est passé sans histoire. Les moments vécus à l'IST, bon, sur le plan humain, sur le plan intellectuel, disons, de la formation, ça m'a beaucoup marqué, évidemment. C'est des moments qu'on vit entre 18 ans et 23 ans. Ça marque la personne. Sur le plan humain, ça m'a permis de développer beaucoup de liens qui durent jusqu'à présent entre mes camarades de promotion, entre nos cadets et nos aînés aussi. Donc c'est des relations d'amitié, de fraternité qui durent jusqu'à aujourd'hui et qui ont beaucoup impacté nos vies respectives. C'est des souvenirs aussi. Pendant ces 5 années, on partage beaucoup. Au niveau de la formation, ça nous a permis de développer aussi beaucoup de liens, de nous endurcir parce que c'est une formation très sélective et très exigeante. Je dois dire qu'on n'était jamais sûr de réussir les examens, ça je le dis honnêtement, et surtout quand on a intégré le cycle ingénieur avec le système d'UV là, on a, je dirais pas des moments de peine, mais des moments de doute. On en a connu. Il y a eu aussi beaucoup d'exigences sur soi, de renoncement. Il fallait choisir entre les études et autre chose. Et je dois dire que à part les études, il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire autre chose, peut-être un peu de sport. Et pendant 5 ans, ça a été un rythme soutenu. Heureusement, on a tenu. Donc ça développe des capacités d'organisation aussi. D'endurance, de contrôle de soi, de capacité d'adaptation aussi. Bon, je pense que c'est à partir de IST2, j'ai commencé à avoir une préférence. J'hésitais entre la géotechnique et les mines.
J'ai même fait mon mémoire en géotechnique. Mais après, j'ai opté pour les mines pour le reste de ma carrière. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est parce que dans le domaine des mines, il y a beaucoup de challenges. J'aime bien l'aspect incertain, même si beaucoup de choses sont planifiées dans les mines, qu'on travaille sur des schémas plus ou moins préétablis. Mais mon travail quand même sur un milieu qui est variable, c'est le gisement. Et j'ai beaucoup aimé ce challenge-là de s'adapter. Pour moi, c'est un environnement où l'aspect création dans le métier de l'ingénieur est le plus mis en avant. Et puis en s'appuyant quand même sur des outils de planification, d'optimisation, de travail qui sont quand même très scientifiques, quoi. Ok, il faut dire que c'était un peu difficile au début, au moment où nous sommes sortis de l'école. Je disais, j'ai fait l'école de 85 à 90, donc à la sortie, c'était un peu difficile parce que ça coïncide, si on regarde l'historique du secteur minier au Sénégal, ça coïncide avec la période basse, disons, il n'y avait pas beaucoup de projets. En termes d'activité, il n'y avait que deux sociétés minières, hein, ICS et SSPT qui fonctionnaient. Il y avait une cimenterie, quelques carrières. Et puis le fer était en projet avec Miferso, Sabodala était en projet. Il y avait quoi d'autre? Pas beaucoup de. Même sur le domaine de la géotechnique, hein, il n'y avait pas beaucoup d'investissement de l'État dans les infrastructures. Donc, que ce soit en mine ou en géotechnique, les diplômés qui sortaient en ce moment-là faisaient face à quelques périodes de chômage. Mais on était très dégourdis et on avait plus ou moins démystifié ce mythe de l'intellectuel-là et on prenait ce qu'il y avait. Moi, j'avais eu la chance d'avoir des stages à la sortie, quelques mois après la sortie. Et j'ai fait ces stages-là jusqu'au départ pour la spécialisation en France. Donc, trouver un emploi dans les années 90 jusqu'à 2000, c'était difficile. Le boom dans le secteur minier, disons, c'est à partir des années 2004. Et plus les investissements de l'État dans beaucoup d'infrastructures, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à s'insérer dans les projets miniers en phase d'exploration ou bien dans les projets de routes et d'infrastructures. Donc c'est ce que j'ai vécu à la sortie. Par la suite, j'ai intégré la Société sénégalaise des phosphates de Thiès. J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que responsable du département de géologie. Avant et après cette expérience-là, j'ai travaillé dans la consultance avant de rejoindre l'université. La formation, elle est de bonne qualité. Maintenant, rien n'est parfait. Il y a des points forts et des points faibles sur cette formation. Les points forts, ça vient du fait que l'IST est issu du département de géologie de la faculté des sciences de l'UQAM. Et en créant l'IST, les concepteurs de cette école-là avaient calqué plus ou moins le modèle des grandes écoles en France avec des classes préparatoires et un cycle ingénieur qui ressemble beaucoup à ce qui se fait à Nancy, à l'école de géologie de Nancy. Et il y avait aussi le socle, c'est que le département de géologie de Dakar était quand même une référence au niveau même africain en termes de connaissances, de formation, parce que beaucoup d'Africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, ont été formés à Dakar. Donc ce background-là a permis à l'école d'avoir une bonne assise. Et il y a aussi la connexion avec la fac des sciences qui permettait d'avoir des bons profs dans les classes préparatoires. Ce qui fait que et l'orientation de l'école qui était beaucoup plus professionnelle et moins théorique en géologie. Donc c'était une école de géologie appliquée. Et tous ces facteurs ont fait que dès le départ, la formation a été très adaptée aux besoins de l'industrie. Maintenant, il y avait des choses à améliorer et ça a été fait au fur et à mesure de l'histoire de l'école. Et je peux dire entre sa création et le moment où l'école a muté en faculté en 2021, beaucoup de disciplines ont été
injectés dans les programmes. Les programmes ont été adaptés aux besoins de l'industrie. Et aujourd'hui, je pense que les diplômés s'insèrent facilement et évoluent aussi facilement dans les différents secteurs industriels, comme les mines et carrières, la géotechnique, l'hydrogéologie. Disons que les ingénieurs sont aujourd'hui quand même assez opérationnels et nous avons tenu compte de toutes ces forces-là pour élaborer les nouveaux programmes pour la nouvelle école. Ok, la différence entre notre époque et la vôtre, quoi, disons, donc ça fait un intervalle de quand même 20 à 30 ans. La différence, c'est que nous n'avions pas trop de problèmes de logement. Donc, on était assez stable sur ce plan-là, parce que le logement est capital pour aider l'élève ingénieur à bien suivre le programme. Sur le plan social, je pense que le campus était quand même, c'est mon point de vue, je pense que le campus était plus à même d'aider les étudiants à se restaurer. Il y a moins de monde, quoi, disons, il y a moins de monde et les services peut-être étaient de meilleure qualité rapportés au nombre. Sur le plan pédagogique, il y a une évolution, c'est pas le même. La technologie, la science a évolué, les techniques ont évolué et l'école s'est adaptée en mettant en place de nouveaux modules, en faisant intervenir beaucoup plus d'externes. L'informatique a apporté beaucoup de changements. Ce qu'on enseigne maintenant est supporté par des logiciels métiers. Et donc, sur le plan pédagogique, je pense qu'il y a une adaptation. Donc, c'est difficile de comparer, de dire telle période est meilleure que l'autre. En fait, il y a une adaptation progressive des méthodes et des contenus pour faire qu'à tout moment, ceux qui sortent puissent travailler avec le maximum de chances de réussite. Ok, les manques de moyens étaient liés à notre statut. Je disais, on était un département au sein de la faculté des sciences. Donc, les moyens que nous avons arrivaient quand même à satisfaire le vital, quoi, disons, les camps de terrain. Après, le soutien du LUCAP permettait de payer les vacataires externes, etc. Et donc, l'engagement des enseignants ici a permis aussi d'avoir des calendriers académiques réguliers, sans perturbation. Les programmes sont faits correctement et on arrivait à maintenir le niveau de la formation. Maintenant, le manque de moyens se fait ressentir surtout au niveau des investissements. Donc, on n'arrive pas à renouveler les moyens pédagogiques, comme par exemple quand les microscopes tombent en panne, on ne les renouvelle pas. Il y a des déplacements qui sont un peu difficiles, on arrive à faire toutes les excursions, mais avec des difficultés. Les logiciels, par exemple, ne sont pas complets ou ne sont pas renouvelés. Voilà, c'est surtout au niveau de certains besoins, de certains outils pédagogiques que ce manque de moyens se fait ressentir. De toute façon, il était difficile aussi de diversifier les programmes, d'adapter l'offre de formation aux besoins de l'industrie. C'est pourquoi je pense que le changement de statut et les moyens qui vont suivre étaient plus qu'une nécessité et je pense que ça va permettre de mettre à jour et de maintenir la mission de l'IST. Bon, je pense que si les innovations qui sont proposées par la nouvelle école sont réalisées, ils sont mieux armés pour s'insérer. Il y a une bonne insertion quand même s'il y a quelques flottements au début, ça c'est propre à tous les secteurs au Sénégal. Il n'y a pas un seul secteur ou un seul domaine de formation où les diplômés, on a le plein emploi dès la diplomation. Donc, l'école s'est bien située, je pense, si on faisait un classement, nous serions parmi les meilleurs en termes d'insertion des diplômés et surtout du niveau d'insertion. Maintenant, il y a la réalité du secteur qui parfois ne joue pas à notre faveur et ça,
c'est pas seulement à l'école. L'école peut assurer des programmes adaptés, un bon niveau de formation, mais il y a toute une politique de l'emploi qui est hors de notre domaine, hors de nos missions. Et c'est à l'État aussi de jouer sa part, aux autorités à tous les niveaux, de jouer leur part pour que l'emploi soit assuré après avoir fourni les efforts en donnant une formation de bonne qualité. Donc ce que nous recommandons à titre individuel à ces jeunes diplômés aussi, c'est de ne pas se décourager trop vite, de chercher partout et de considérer toutes les offres qui viennent des différents domaines du secteur extractif. C'est une bonne chose. C'était une nécessité parce que entre 2000 et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, le Sénégal est quand même un pays minier. Il y a beaucoup de projets qui ont été démarrés. L'État a mis en place le PSE qui s'appuie aussi sur le secteur minier. Le secteur minier doit apporter une grande contribution à l'économie nationale, permettre de mieux structurer l'économie, permettre d'absorber les diplômés qui sont formés dans les différentes écoles d'ingénieurs, pas que à l'IST, parce que dans les mines, il n'y a pas que la géologie. Donc toutes les écoles d'ingénieurs du Sénégal ont de près ou de loin le besoin d'avoir des connexions avec le secteur minier. Donc c'est un secteur où le contenu local doit être maximisé ce nouveau statut est intervenu à un moment où il fallait tenir compte de tout ça et donc on a fait une réflexion et on a fait des choix stratégiques pour bâtir une école autour du génie minéral, du génie géologique, des métiers connexes avec une offre de formation plus diversifiée et plus adaptée. Donc il y aura une offre au niveau du cycle ingénieur. On a introduit des options qui permettent de plus ou moins spécialiser les élèves ingénieurs. Ça, c'est pour les rendre plus opérationnels dès la sortie. Il y a des niveaux intermédiaires comme la licence professionnelle, les licences professionnelles, des certifications pour permettre d'offrir des formations adaptées aux besoins, quel que soit le niveau. Il y a des masters spécialisés qui sont montés sur les métiers connexes ou sur certaines spécialités. Et puis, la recherche est prise en compte avec des doctorats. On a 3 doctorats qui vont proposer 11 options pour compléter ce que l'IST faisait. Donc, disons que pour passer de l'IST à la nouvelle structure qui s'appelle ENSMG, École nationale supérieure des mines et de la géologie, il y a eu un changement d'échelle, une diversification des objectifs de formation et une constante, c'est avoir des ingénieurs de haut niveau et opérationnels. Donc, c'est ce changement-là qui est apporté, évidemment. La condition principale, c'est mettre les investissements prévus et en termes de moyens pédagogiques, de laboratoires, d'équipements, et aussi, en plus de ces investissements, mettre en place un budget de fonctionnement conséquent. Donc, c'est un challenge. Une partie revient à la structure actuelle, aux enseignants qui ont travaillé sur les programmes, les offres de formation, et l'autre revient aux autorités qui vont mettre les moyens, j'espère. Le changement, je pense que les autorités peuvent mettre en œuvre le programme qui a été arrêté. C'est un programme conçu ici, partagé avec les différentes parties prenantes, les privés miniers, les structures de l'État, les ministères techniques concernés. On a fait un séminaire de validation au mois d'août 2022. Ça a été validé, les structures de l'UCAP ont validé les aspects pédagogiques ou sont en train de valider les aspects pédagogiques. On peut dire que c'est un projet qui a été conçu pour satisfaire les besoins spécifiques du Sénégal dans le domaine de la formation dans les géosciences. Ça dépasse le cadre limité de la géologie minière, c'est les géosciences. Et dans les géologies, on va avoir les principaux domaines comme les
méthodes quantitatives de géologie, de cartographie, d'hydrogéologie, les géomatériaux, la géotechnique, les infrastructures, l'environnement, tous les problèmes liés à la valorisation des ressources naturelles et surtout la géologie numérique. Donc, vous voyez, ces axes-là, ce sont des orientations stratégiques pour permettre à l'école d'être à jour au XXIe siècle sur la formation dans les géosciences. Donc, c'est ça, les innovations, les choix stratégiques qui sont faits dans la conception de l'école. Les élèves ingénieurs, le conseil que je leur donne, c'est de beaucoup travailler, d'être assidus dans toutes les matières, parce que c'est un ensemble, il y a une complémentarité dans les unités d'enseignement. Tout le contenu qui est proposé est nécessaire, donc il faut être assidu, travailler beaucoup, avoir l'habitude de travailler en groupe. Ne pas être purement un réceptacle de connaissances transmises par les enseignants. Il faut être proactif, aller vers la connaissance. Et pour ça, il y a Internet. Il faut beaucoup et mieux utiliser Internet. Il y a pas mal de ressources qui sont dans Internet. Et dans tous les cas, un cours n'est jamais suffisant pour donner tout ce qu'il faut. C'est le conseil que je donne. Beaucoup travailler et mieux travailler. Ça, c'est les bacheliers, les élèves du secondaire. Il faut travailler. Les concours de l'IST prennent en compte les notes depuis la seconde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles qui font ça. Nous considérons les notes seconde, première, terminale. On fait une moyenne, on prend le bac, on prend les résultats du concours et on fait la moyenne de ces trois notes. Donc ça veut dire que les élèves qui sont durablement engagés dans les études sont récompensés par ce concours-là. Donc je les encourage à bien étudier. Je pense que le choix de la formation universitaire, la carrière, ça se prépare très tôt, dès la troisième, dès la seconde. Il faut savoir très tôt ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir et travailler en conséquence. Donc je les encourage à beaucoup travailler, puis à s'informer. Il ne faut pas... Internet, encore une fois, met à disposition beaucoup d'informations et de connaissances. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir le bac pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ou s'intéresser à un domaine. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus tôt. Bon, le vécu, ce qu'on disait au début, c'est des années qui m'ont marqué. C'est de beaux souvenirs. Hein. Moi, j'ai gardé de beaux souvenirs de l'IST, j'ai gardé de bons amis, on se voit jusqu'à présent. L'appartenance au groupe des alumni développe des liens très forts, jusqu'avec les tout derniers diplômés. Je pense qu'il faut renforcer ces liens-là et utiliser cette force des alumni pour mieux soutenir l'école. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Il faut que les alumni soient une source de motivation, une source de moyens, une source d'inspiration pour les élèves et pour l'école. Donc c'est de beaux souvenirs que j'ai gardés. Je vous ai dit que ce qu'on vit entre 18 et 23 ans, on ne l'oublie pas. Donc c'est de beaux souvenirs. Et peut-être aussi c'est ça qui nous motive en tant qu'enseignant à vouloir toujours faire plus pour cette école. Et voilà, disons que bonne chance à ce nouveau projet. Et surtout, je souhaite que les décideurs, ceux qui ont les moyens et qui doivent apporter ces moyens-là à l'école, comprennent la mission et les besoins de cette nouvelle école. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le terrain. Alors, je me rappelle c'était l'UV7. Je me rappelle des ingénieurs qui est devenu maintenant grand spécialiste du pétrole. Il était malade pendant le stage de l'UV7. Et pendant 2 jours, 3 jours, on le laissait sur le terrain, on partait quoi. Peut-être à un moment donné, il s'est dit, mais si je ne bouge pas, je vais revenir ici l'année prochaine. Et une fois
à Fajar, quoi. Il me dit, mais monsieur, est-ce que je peux préparer quelque chose? Je lui dis oui, ok, vas-y, prépare ce que tu veux. Et je me suis réveillé, je l'ai vu le matin, à 6 h du matin, il était en train de préparer une sorte de bouillon là, de somi. Il a mis pas mal de choses à l'intérieur pour se remettre en forme, quoi. Il va se reconnaître. Est-ce que tu te rappelles de ton zombie de Fajar là, pour pouvoir retourner sur le terrain, grand patron?